Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alexandre, c'est un discours qui se fait habituellement le soir même, mais compte tenu de l'heure à laquelle aux États-Unis on finit de compter les votes dans les différents États, c'est un peu reporté au lendemain, là, le discours de la défaite. Et c'est ce qu'a fait hier Kamala Harris. Oui, en fin de journée, un discours d'à peu près une dizaine de minutes où Mme Harris paraissait quand même là, très fatiguée. Oui. Je vais le dire de cette façon-là. La voix très éraillée démolie, aussi. là, à tout point de vue. Moi, je l'ai senti vraiment... C'est comme si ça avait pris 10 ans avec la veille. Là, ouais, ben, ça a été une campagne quand même très intense, très difficile pour elle. Elle qui a été en quelque sorte parachutée lorsqu'à un moment donné, on s'est aperçu du côté démocrate que Joe Biden n'était peut-être pas le cheval qu'il nous fallait pour essayer de gagner contre Donald Trump. Alors essentiellement, dans son discours, Mme Harris a promis de continuer à se battre, a mentionné le thème des droits des femmes, entre autres, a promis de s'engager dans un transfert pacifique du pouvoir et elle a lancé un message d'espoir en disant que non, il ne faut pas baisser les bras. Il faut au contraire se retrousser les manches. Et elle a interpellé ses partisans en leur disant continuez de vous battre pour la liberté, pour la justice. Voici un extrait de son discours. My allegiance to all three is why I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. Alors oui, je concède l'élection, mais c'est pas vrai que j'abandonne mes principes et ce pourquoi je me suis battu. Alors en gros, c'est ce que Kamala Harris a dit. À surveiller également ce qui s'est passé hier. Joe Biden a appelé Donald Trump pour le féliciter et ce qu'on va surveiller, oui, c'est un discours de Joe Biden, c'est à 11h, un discours de la Maison-Blanche, va s'adresser aux Américains, question de préparer la transition jusqu'au 20 janvier, date où M. Trump le sera assermenté. Tu viens d'utiliser le mot transition. Il y avait ça dans le discours de Kamala Harris. Il l'aura sûrement dans celui de Joe Biden aujourd'hui. Une transition harmonieuse, une transition pacifique, une passation des pouvoirs qui se fait dans le respect de la Constitution américaine. Et pour moi, si tu me le demandes à moi, là, c'est d'une extrême importance. Mm-hmm. C'est précieux comme on ne l'imagine pas en démocratie. Et je le dis en ondes à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement au Québec, au Canada. On l'a vécu quand Jean Charest a passé le pouvoir à Pauline Marois en 2012. Quand Mme Marois, 1 an et demi après, dans une élection décevante, le repère, passe le pouvoir à Philippe Couillard. À chaque fois, quand Philippe Couillard passe le pouvoir à François Legault, à chaque fois, ça s'est fait avec dignité, avec grâce. L'un accepte la défaite, accepte la passation des pouvoirs, organise des rencontres, des équipes de transition pour dire, voici, il y a tel dossier, ça, on pouvait pas tout dire publiquement, mais faites attention à ça, nos partenaires d'un autre pays ont dit ceci, cela, attention. Et c'est précieux. Je dis tout ça comme préambule pour dire, je me demande si les États-Unis sont tellement fuckés que là-bas, c'est plus important, là. Parce que dans le fond, Donald Trump n'a pas fait ça. Ben non, puis on a vu le résultat, là. A fait une passation des pouvoirs horrible, n'est-ce pas? Et s'il y a une chose, de tout ce qu'il a fait, là, des condamnations aux criminels, mais s'il y a une chose qui aurait dû le disqualifier, un peuple éclairé, là, excusez-moi, là, je sais que les Américains ont voté comme ils ont voulu, puis pour d'autres choses, l'inflation, mais un peuple éclairé, un parti éclairé, le Parti républicain, aurait dû dire, ce candidat-là ne respecte pas nos institutions. Pour cette seule raison, ce candidat ne nous assure pas qu'il croit assez dans la Constitution américaine, dans les bases du pays. Il est inéligible pour la suite. Il n'est plus éligible. Il ne peut plus se présenter à un poste électif parce que quand il a perdu, il n'a pas fait les choses dans le respect de la Constitution. Et je vois les démocrates le refaire et je suis extrêmement partagé entre bravo, c'est ce qu'il faut faire, vous donner d'une certaine façon une leçon à Donald Trump. Et ils font ça absolument pour rien. Il n'y a personne qui va l'apprécier aux États-Unis. Les Américains sont aveuglés, perdus, un peu comme dans une religion, c'est-à-dire dans une secte. Là, ils ont adhéré à Donald Trump et Donald Trump a toujours raison, les autres ont toujours tort. Et le point épeurant qui arrive de ça, c'est est-ce que Donald Trump, maintenant, se voit, ou est-ce que même les Américains le voient comme plus grand que la Constitution? J'ose espérer que non. Là. J'ose espérer que... Mais je regardais hier Kamala Harris parler de ça, puis je me demandais, est-ce que ça a encore une valeur?
Est-ce que les Américains sont émus de dire, OK, elle concède la défaite, la transition va se faire d'une façon harmonieuse, ou est-ce que les Américains sont rendus à se dire, nos institutions sont plus importantes, notre Constitution est plus importante, Donald a raison, tous les autres ont tort, aux poubelles la Constitution, aux poubelles les traditions. Je sais plus quoi penser. Sincèrement, il y a un moment où je sais plus quoi penser. Pendant ce temps-là, Mario, on compte toujours les votes. Hein? C'est toujours pas réglé, tant au Nevada qu'en Arizona. Actuellement, le Donald Trump a 295 au collège électoral, 226 pour Mme Harris. Là. Mais c'est de savoir où ça va se terminer. Tout ça au Nevada, il est en avance là, par 4 points. On a compté 94% des voix, alors qu'en Arizona, 70% des bulletins de vote dépouillés, 52 contre presque 47 pour Mme Harris. Mais t'es conscient qu'il y a du mystère un petit peu, parce que hier matin, on est à combien au Nevada? Tu nous dis 80... Nevada, 94. Puis hier, on était à 88 ou 89. On frôlait le 90. Oui, ça monte pas vite. Hein? Tu trouves pas que c'est un petit peu lent? Ils ont pris une pause? En 24 heures, avoir compté aussi donc, peu de votes. Tu l'aurais mis avec les bulletins de vote. C'est un lunch qui a duré longtemps. Puis dans le cas, c'était 62 ou 63 on était à 70. On était à 70. En Arizona, c'est très long. On compte bien. On fait attention. Parce que moi, quand je regardais les résultats hier, je me disais, bon, on est à 90%, 60%. Demain, tout va être compté. Ouais. Puis tu te dis, OK, 24 heures plus tard, vraiment que ça change absolument rien à cette étape-ci. Non. Pour ce qui est c'est 6 grands électeurs pour le Nevada, 11 pour l'Arizona. C'est les 17. Visiblement, okay. C'est les 17. La projection du New York Times. C'était ça. Qui mettait Donald Trump à 312. Ça va être 312. Ajoute ces 17-là à son score actuel. Ça l'amène exactement là. On s'entend que 312-226, c'est une dégelée là, pour les démocrates. Bon, nos gouvernements ici se préparent à l'arrivée de Donald Trump et aussi à la mise à exécution, à la mise en place de son programme. Là. Oui, et d'une part, M. Trudeau, lui, il s'est déjà entretenu avec le président élu Donald Trump, l'a félicité, l'avait fait publiquement sur les réseaux sociaux. Semble-t-il... T'as pas l'enregistrement. Hein? J'aurais aimé ça. On serait curieux. Qu'on serait curieux. Oui, parce que ça avait mal fini entre les deux. Hein? Souvenez-vous, là, de Charlevoix, le sommet, M. Trump qui était parti en fusil contre Justin Trudeau, qui l'avait blasté dans l'avion, qui l'avait insulté sur les réseaux sociaux dans l'avion. Il va falloir se remettre encore des notifications sur les publications de M. Trump sur X. Alors, on a parlé de commerce, notamment de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Ça avait été négocié lors du premier mandat du président Trump. On a parlé aussi de la lutte contre les pratiques commerciales déloyales dans l'économie mondiale et la sécurité nord-américaine. Les deux veulent rester en contact étroit. Maintenant, à Québec, il y a eu aussi cette question-là qui a rebondi à l'Assemblée nationale. François Legault, donc, a commenté la situation. Il prévoit des années de turbulence pour les Québécois, dit qu'il y a des emplois qui sont carrément en jeu en raison des ambitions protectionnistes de Donald Trump. Il y a des secteurs principalement qui sont menacés. Il y en a 4, l'aéronautique, les produits forestiers, l'aluminium et les produits alimentaires. Maintenant, que va faire François Legault? Veut créer un groupe de travail qui va être formé de plusieurs ministres pour assurer une transition en douceur. On veut aussi nommer un émissaire chargé des relations avec Washington. Je te fais entendre, Mario, coup sur coup, les réactions de M. Trudeau et M. Legault. On est prêt, on va recommencer notre approche Équipe Canada, on va recommencer à s'engager à fond avec l'équipe de Donald. Le problème, c'est pas les immigrants, c'est le nombre, on en a déjà trop. Il faut commencer à agir rapidement parce que il y a de l'incertitude, peut-être pour certaines personnes qui pourraient être tentées de traverser la frontière maintenant. Bon, moi je retiens de M. Trudeau, détendu. Et 2 fois dans son point de presse, on l'a entendu dans l'extrait que tu nous as choisi, là, Donald. Oui, donc, c'est vrai. Il s'adresse aux journalistes canadiens, puis là, on parle. Mais là, on va s'asseoir, on va travailler avec l'équipe de transition de Donald. Du Donald. Le. Parce qu'en anglais, lui, c'est de Donald. Puis il aime ça, là. C'est pas une insulte quand on dit ça, là. Il aime ça. Mais donc, je me suis demandé, est-ce que c'était pensé de Justin Trudeau, là, d'établir auprès de la population du Canada une espèce de proximité, puis qu'on n'a pas peur de lui, là. Donald, je connais bien, moi, Donald. Non, mais... J'ai déjà mangé un cheeseburger avec le Donald. Non, mais je l'ai senti,
sais, ça m'a comme titillé, puis je l'ai senti comme ça un peu dans son intention. Évidemment, il y a aussi tous les impacts économiques et financiers de l'arrivée de Donald Trump. Ouais, ben le premier impact, puis vous l'avez peut-être vu en regardant vos placements, à la bourse, le Dow Jones qui a bondi de 3,57%, le S&P 500 2,53%, Nasdaq presque 3%. Si vous avez eu une mauvaise journée hier à la bourse, révisez vos choix de titres. Oui, non, c'est clair. Là, ça mérite une vous n'avez évaluation. peut-être pas les bons titres. Non, puis il y a des... En fait, c'est pas, les titres, ça dépend. Les titres qui ont mal réagi, c'est les titres sensibles au taux d'intérêt. Oui. Parce que la perception, c'est que Donald Trump, avec ses tarifs douaniers, d'ailleurs, c'est la grande contradiction. Le Devoir ce matin un texte là-dessus, mais c'est une évidence. Il s'est présenté en disant vouloir combattre l'inflation, mais sa politique va causer beaucoup d'inflation. Parce que quand tu mets des tarifs douaniers, tu dis, OK, les produits étrangers qui entrent chez nous vont être frappés d'une surtaxe, mais ça veut dire que les produits vont coûter plus cher. Ben, ça se reflète dans les bourses européennes, que ce soit Francfort, Milan, Londres, tout ça terminé dans le rouge. Il y a des titres, par contre, aux États-Unis qui ont vu quand même un résultat très positif. Pensons à Tesla, presque 15%. On regardait l'action de Trump Media and Technology Group hier dans les transactions pré-market, là, avant l'ouverture là, du marché. Finalement, ça a grimpé de près de 6%. Alors c'était plus 30%. Alors que c'était quasiment 30%. Mais c'est parce que cette entreprise-là, essentiellement, le cœur de la business, c'est Truth Social. Oui, c'est l'espèce d'équivalent de Twitter, compétiteur de Twitter qu'a créé Donald Trump. Mais sincèrement, Alexandre, cette affaire-là, t'auras beau dire, si Trump est président, ça va devenir big, ça fait pas d'argent. L'action, même un matin, l'action vaut 35$ en bourse, ça fait pas d'argent. Une compagnie en bourse, là, t'achètes, tu sais, des actions de Microsoft, les actions d'Apple, les actions d'Amazon valent cher. Pourquoi? Ça fait de l'argent. Parce que les compagnies impriment l'argent. Non, mais tu comprends? Les compagnies impriment l'argent. Mais la patente à Trump, non seulement ça fait pas d'argent, c'est notre collègue économique, Francis Gosselin, nous l'avait expliqué, là, ça faisait quelques 100 000$, là. Puis, la compagnie est valorisée sur des milliards, tu te dis un peu, là, ça fait des revenus de bénerie, puis ça a la valeur d'une grande entreprise. Non, c'est étonnant. Et dans le journal ce matin, on souligne 4 dossiers à surveiller, notamment l'imposition des tarifs douaniers. Est-ce que ce sera 10%, 20%? Qu'est-ce qui va arriver avec la filière batterie? Trump avait qualifié les politiques de Biden de nouvelles arnaques vertes. Le prix de l'essence. Souvenez-vous du slogan de Donald Trump, vous en rappelez-vous? Drill, baby, drill. C'est encore dans son programme. C'est encore dans son programme. Et l'impôt des entreprises, réduction de 21 à 15%. Il y a beaucoup de points d'interrogation dans notre industrie, notamment là, pour les manufacturiers exportateurs du Québec. Il y a même eu un sondage la semaine passée qui nous démontrait que 60% des répondants redoutaient l'imposition de tarifs sur les produits et services là, après l'arrivée, le retour de Trump. Mais sur le dernier point, là, sur les baisses de taxes aux entreprises puis aux particuliers de Donald Trump, je note, c'est une entrevue qui est dans la presse ce matin, mais du sénateur Clément Gignac, mais avant d'être sénateur, qui est l'ancien économiste en chef là, de la Banque nationale, très respecté, dont j'aime bien la sagesse. Et il dit là, attention au Canada, là, surtout avec les augmentations d'impôts puis de gains en capital récentes de Justin Trudeau, le Canada est de moins en moins compétitif, ça devient de moins en moins... mettons, avoir une entreprise petite, moyenne, grande, ça devient de moins en moins intéressant au Canada d'avoir une entreprise versus aux États-Unis. Or, lui s'inquiète et pense même que le gouvernement canadien, quelle que soit la couleur, le libéral ou conservateur, va devoir réviser, peut-être même abandonner ce qui était dans le budget sur l'augmentation de la taxation du gain en capital. On va surveiller aujourd'hui. On sait, Alexandre, qu'on impose, là, les villes imposent dans beaucoup d'endroits ces semaines-ci, ces mois-ci, une surtaxe sur l'immatriculation aux contribuables. La ministre Geneviève Guilbeault, elle, était tannée de donner toujours plus d'argent aux sociétés de transport. Elle a dit, moi, je vais faire une audit, là, une vérification de leur niveau de dépenses. Et là, on va voir les résultats bientôt. Oui, et dans les prochaines heures, ce sera présenté par la ministre des Transports et déjà dans la presse, sous la plume de Henri Ouellet-Vézina, on a les grandes lignes de tout ça. Ce qui ressort de cet audit réalisé par Raymond Chabot, Grant Thornton, c'est qu'il est possible de réduire les dépenses des sociétés de transport, de tenez-vous bien, 350 millions de dollars. Ces audits-là ont touché les 10 sociétés de l'ARTM, l'Autorité régionale de transport métropolitain, donc tout ce qui est transport en commun dans le Grand Montréal. Il y a 3 sources d'économies potentielles
qui représenterait 134 millions de dollars. La première, sous-traiter à l'externe le service de chauffeur comme le fait Exo, de réduire le nombre de véhicules en entretien préventif pour maximiser les autobus qui sont en circulation. Et le troisième, multiplier les projets innovants comme le transport à la demande. C'est quoi ça? C'est les citoyens qui demandent le passage du bus près de leur domicile. Là, il y a un autre volet de 180 millions qui pourrait, par exemple, être économisé grâce au partage de certaines infrastructures. 32 millions là-dessus. Et selon cet audit, 10 % du budget là, pourrait être rétréci. Est-ce que tu te souviens du procès qu'il y avait dans l'album Tome 2 de François Pérusse? Objection! Ah oui, ça c'est qui dit? C'est-tu les syndicats qui s'objecteraient? Parce qu'il y a un passage intéressant. Tu lis, là, puis moi j'entends constamment dans ma tête, j'entends objection! Mais il y a un passage intéressant dans l'article sur les syndicats, où là, je vais le citer, il y a certaines clauses des conventions collectives qui nuisent aux performances des sociétés de transport en imposant des contraintes significatives et une rigidité qui entraîne des coûts supplémentaires. Tu dois avoir mal lu. Ben non, mais c'est ça. Je vais me relire. Ah non, pourtant, c'est bien ça. Et là, dans les changements qu'on propose, on parle de concession salariale. Ce à quoi on répond quoi? Objection. Oui, parce que oui. Et l'autre aspect... Non, mais si tu résumes, mets bout à bout, on le sait, là. C'est drôle, hein? Les conducteurs d'autobus au Québec sont dans deux extrêmes. C'est un mystère syndical pour moi, un mystère pas syndical, mais de relations de travail. Les chauffeurs de ville, d'autobus de ville, gagnent des 100 000 et plus, gagnent des salaires énormes. Et les chauffeurs d'autobus scolaires qui transportent nos tout-petits, là, qui ont la responsabilité des enfants, ça crie, ça braille, ça se pousse. Puis là, s'il arrive quelque chose, les parents sont furieux. Eux, ils gagnent 25 000 $ par année. C'est fou, hein? C'est inexplicable. Juste pour des raisons de qui a eu des syndicats de gros bras, pis qui s'est organisé syndicalement pour défendre ses droits. Aucune logique de dire qu'est-ce que le travail vaut. Mais, j'allais dire, quand tu mets bout à bout le fait qu'ils veulent du transport à la demande, ce qui veut dire on se promène plus à tort et à travers. Tu sais, quand t'as un chauffeur à 100 quelques mille $ par année, qui un samedi où personne n'a besoin de transport en commun à Boisbriand, se promène d'abribus en abribus où il n'y a personne, là, tu comprends? Avec un autobus vide, là. Non, mais tu comprends-tu qu'ils sont dans le trou à la fin? Là? C'est clair. Ben, c'est clair. Ça n'a pas de bon sens. Mais... Ah, tu l'avais bien, Mario. Comment déjà? Hey, ben oui. Mais c'est vrai que t'es très bon pour imiter François. Il connaît bien. Donc, c'est des amis. Donc, on va écouter le rapport. Ouais, et le dernier point, c'est tu sais quoi? On va espérer que pendant la conférence de la ministre, on n'entende pas... Oui, c'est ça. Et le dernier point, réduire le nombre d'élus dans les conseils d'administration des sociétés de transport. Ah, et ça, du côté des élus, on pourrait répondre. Et sais-tu qu'est-ce qui est triste? C'est que les simples citoyens contribuables, eux, se font charger la surtaxe sur les matriculations pour payer pour ça, et eux n'ont pas le droit de dire... Et voilà. Tu payes, tu fermes ta gueule. C'est ça qui est plate. Décès de... C'est quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises. Lucien Francoeur, poète, un amoureux de la langue. Animateur de radio, prof de cégep. Il adorait la poésie, la littérature. Fier prof de cégep. Oui. Très fier prof de cégep. J'ai toujours gardé ça. L'aimait beaucoup, hein. Beaucoup de dommages à ses étudiants. Ses collègues aussi, j'ai connu un de ses collègues. Il est décédé à l'âge de 76 ans, mais lui, c'est pas croyable, la feuille de route, l'espèce de contre-culture de ce rocker québécois avec le groupe Autre Chose, sa carrière solo, ses recueils de poésie. Il a marqué l'imaginaire collectif. Là, autant il a pu siéger sur un CA de l'UDA qu'être porte-parole de Burger King. Je veux dire, il était vraiment très polyvalent. Très simple aussi, très un simple. gars vraiment très gentil, très simple, très allumé sur tout ce qui se passe. Les rockers sanctifiés avaient gagné d'ailleurs le prix Émile Nelligan. Puis sa fille, Virginie Francoeur, était au micro de Sophie Durocher hier. Elle était très généreuse de sa personne. Puis elle a raconté un peu les circonstances entourant le décès parce qu'il a été admis à l'hôpital général juif le 22 octobre. Alors, elle explique un petit peu les 2 dernières semaines de son père. Extrêmement difficile. Il a fait un arrêt cardiaque à Outremont. Il est tombé dans la rue. Et puis, là,
dans le fond, l'ambulance est arrivée un peu après. Il a été hospitalisé, en fait, il a été directement aux soins intensifs au Jewish General. Il a fait un infarctus aigu qui aurait causé l'arrêt cardiaque. Puis là, à ce moment-là, on savait pas s'il allait s'en sortir. Nous, on a toujours espoir. Et puis, on était à son chevet, ma mère et moi. Là, on passait toutes nos journées là-bas. Un soir, j'ai même fait un lit de camp pour dormir avec lui. Je lui tenais la main. On lui lisait des poèmes parce que mon père, vivait pour la poésie, la création littéraire et musicale aussi. Donc, on était avec lui, on lui lisait de ses poèmes et aussi des poèmes de Miron, de Nelligan, de Rimbaud, mais ça a été vraiment douloureux pour nous. Peut-être que la poésie nous aura un peu aidé à traverser cette épreuve-là. Elle disait ça aussi, la poésie, ça a été le ciment de notre famille parce que, tu sais, mon père a vécu à 100 000 à l'heure. Oui, il y a eu beaucoup de consommation, mais elle dit, tu sais, moi, mon père, j'étais tellement proche, j'aurais été le chercher en enfer s'il avait fallu. Puis il a été un bon 45 ans avec Claudine, sa conjointe. Puis elle dit même que des fois, je me suis demandé pourquoi ils ont été si longtemps ensemble. Il était pas facile, mais en même temps, il était tellement attachant. C'est un père aimant, c'est un père, malgré toutes ses dérives, c'est un père qui était extrêmement présent. Puis aujourd'hui, c'est pour ça aussi que je vous parle, parce que malgré toute ma peine, je pense que ce qui me réconforte ou me donne un peu de joie malgré cette épreuve, c'est d'essayer de conserver sa mémoire. Elle disait, beau témoignage. C'est vraiment beau. Elle était super généreuse, malgré le fait qu'elle est dans un deuil épouvantable. Elle dit même à l'hôpital, là, il y avait son blouson de cuir, ses jeans, ses 511, ses bottes de cow-boy. Elle dit, jusqu'à la fin, il aura été le rocker qu'on connaît. Là. C'est un beau témoignage. Il y a Michel Barrette aussi qui était sur les ondes de Cube. Là, vous pourrez entendre ça sur le cube.ca. On offre bien évidemment nos condoléances à la famille. Oui, à Virginie, à toute la famille. Et le Canadien joue ce soir. On entre dans ces phases où on est de plus en plus comme... On doit jouer nerveux parce qu'à un moment donné, il faut en gagner une. Je sais pas si le Canadien va être inspiré par le rap à Billy ou le rap à Martin Saint-Louis. 4 défaites de suite, 8 revers en 10 matchs, Mario. Donc ce soir, c'est contre les Devils du New Jersey. On a senti beaucoup de légèreté à l'entraînement du Canadien hier. Et fait à noter, Oliver Kapanen, qu'on a pu voir quand même évoluer dans les derniers matchs avec le Canadien, on le retourne à son équipe en Suède. Question de lui donner un peu plus de temps de glace pour sa préparation. Mais tu connais mes obsessions, là. Tu sais que je vais te reposer la question. Il y a combien d'équipes où tu passes de l'avantage numérique aux ligues mineures? Le Canadien. Le Canadien, l'énigme du Canadien. Tu sais, généralement, être sur l'avantage numérique, c'est qu'on te considère dans l'élite offensive de la Ligue, puis là, on a besoin d'un but sur l'avantage numérique. Peut-être pas si tu mènes 8-1, là, tu vas peut-être faire profiter les joueurs de quatrième trio d'un avantage numérique bonus, mais Canadien, ça arrive pas. J'ai jamais vu ça. Tu passes d'une journée à l'autre, t'étais sur l'avantage numérique, puis, oups, tu joues même plus dans la Ligue nationale. C'est pas toujours des cartes que t'as dans ton jeu de cartes. Mettre la bonne personne dans la bonne chaise, dans la chaise, dans le bon train. Peut-être ça.